La violence chez les jeunes, on en entend parler partout dans les médias. Mais dans cette analyse, on va aller voir un peu plus loin que les gros titres, histoire de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce phénomène, en s'appuyant sur des analyses récentes. Bon, pour bien comprendre l'urgence du truc, on va commencer direct avec un chiffre. Chaque jour, en France, c'est plus de 40 policiers qui sont blessés. Et pour une quinzaine d'entre eux, c'est à cause d'agressions directes. Ce n'est pas juste une stat, c'est vraiment le reflet d'une tension palpable au quotidien sur le terrain. Ok, avant de se demander pourquoi, la première étape, c'est de regarder l'ampleur du problème. Alors que nous disent les chiffres, concrètement? Et là, les chiffres, ils sont assez frappants. La violence physique, elle augmente de façon spectaculaire. Faut imaginer, entre 2016 et 2023, on parle d'une hausse de 7% par an en moyenne pour les coups et blessures. 7%. Et le plus inquiétant, c'est que les tentatives d'homicide, elles, ont dépassé le seuil des 4000 en 2023. C'est une tendance vraiment lourde. Et forcément, cette tendance, on la retrouve en prison. En France, aujourd'hui, un détenu sur 4 a moins de 25 ans. 1 sur 4. Cette surreprésentation, elle est énorme, et ça nous oblige à nous poser des questions, spécifiquement sur la jeunesse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est la violence elle-même qui change de visage. On voit un vrai glissement. Avant, on avait une délinquance qui venait défier l'autorité, la contester. Aujourd'hui, on bascule de plus en plus vers des actes d'une violence hyper crue, parfois sans aucune raison apparente. Une sorte de barbarie gratuite. Bon, les chiffres nous donnent une photo de la situation. Mais pour comprendre le pourquoi du comment, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ado? La psychologie et les neurosciences, là, elles ont des choses à nous dire. Alors, un premier élément de réponse, il est biologique en fait. Ça se passe dans le cerveau. Le cortex préfrontal, c'est un peu le grand patron de notre cerveau. C'est lui qui planifie, qui gère les impulsions. Eh bien, chez un ado, il est encore en travaux. Il n'est vraiment mature que vers 25 ans. Et évidemment, ce chantier dans le cerveau, ça a des conséquences bien réelles. Ça explique en grande partie l'impulsivité, le goût du risque et surtout la sensibilité énorme à l'influence des copains. Il y a des études qui montrent que le circuit de la récompense dans leur cerveau, il s'emballe complètement quand ils sont regardés par leurs amis. Et ça les pousse à aller toujours plus loin. Du coup, on se retrouve avec un cocktail qui peut être explosif. Prenez une émotion que tout le monde connaît, la frustration, ajoutez-y un cerveau dont le système de freinage n'est pas encore au point, et voilà, on a une situation où une toute petite contrariété peut dégénérer en violence pure et dure si l'ado n'a pas appris à gérer ses émotions. Ok, le cerveau, c'est une chose, mais il n'explique pas tout, loin de là. Un cerveau, ça évolue dans un contexte, et c'est là que les grands changements de notre société entrent en jeu, et ils agissent un peu comme un accélérateur. Pour décrire ça, les sociologues ont un concept, c'est l'anomie. L'idée, c'est que le ciment qui nous liait tous, les règles, les valeurs communes, eh bien ce ciment est en train de s'effriter. Et quand ce cadre collectif fout le camp, les individus, et surtout les plus jeunes, se retrouvent un peu perdus, sans boussole. Avant, il y avait des structures, les institutions, les rituels, même le sens du sacré. Tout ça, ça agissait comme des canaux, des sortes de barrages qui contenaient et qui donnaient une direction à l'agressivité naturelle de l'être humain. Aujourd'hui, avec l'affaiblissement de tout ça, c'est un peu comme si ces barrages avaient sauté. Et la violence, elle se déverse de manière beaucoup plus brute, beaucoup moins contrôlée. Et dans ce contexte général d'anomie, il y a deux piliers qui servaient à construire les individus qui sont particulièrement secoués. D'un côté la famille, et de l'autre, les interactions sociales qui sont aujourd'hui en concurrence directe avec les écrans, qui sont partout. Alors d'abord, la famille. C'est le premier endroit où on apprend les règles, normalement. Aujourd'hui en France, un enfant sur 4 grandit dans une famille monoparentale. Attention, il ne s'agit pas du tout de porter un jugement, mais c'est une réalité statistique qui, dans certains cas, peut rendre plus compliquée la transmission d'un cadre de limites claires, tout simplement par manque de temps, de moyens, d'énergie. Maintenant, le deuxième pilier, les écrans. Là, l'analyse propose un angle de vue assez intéressant. Plutôt que de dire « les écrans sont la cause de tout », il faut plutôt se demander ce qu'ils amplifient. La vraie question, c'est pas tant que font les écrans, mais plutôt qu'est-ce qu'ils ont remplacé. Et la réponse, elle est toute simple, mais elle est fondamentale. Le temps qu'on passe sur un écran, eh bien, c'est du temps qu'on ne passe pas dans des interactions humaines directes. C'est du temps en moins pour le sport, pour le jeu, pour l'ennui qui permet de créer, bref, pour tout ce qui nous construit dans notre rapport aux autres, dans le monde bien réel. Et ça a des conséquences, parce que apprendre à décoder à regard, à gérer la déception quand on perd à un jeu, à négocier avec les autres, tout ça s'apprend sur le terrain, par la pratique. Ce manque d'entraînement dans le monde réel, ça peut clairement freiner le développement de compétences hyper importantes, comme la gestion de la frustration et, encore plus grave, l'empathie, cette fameuse capacité à se mettre à la place de l'autre. Bon, le diagnostic est posé. On a un cocktail de facteurs biologiques, sociologiques, technologiques. Maintenant, la question qui tue, on fait quoi ? L'analyse, elle, esquisse plusieurs pistes de réflexion. Alors, la réponse qui est proposée, attention, c'est pas une solution magique.
C'est plutôt une approche en 3 étapes qui essaie de combiner fermeté et responsabilisation. Sanctionner, responsabiliser et restaurer. Alors, si on regarde la partie sanction, il y a un principe qui ressort, c'est la rapidité. Une punition qui arrive 1 an, 2 ans après les faits, pour un ado, ça n'a plus aucun sens. Pour qu'une conséquence soit éducative, il faut qu'elle soit quasi immédiate et qu'elle soit directement liée à ce qui a été fait. Pour finir, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale sur ce qu'est la liberté. Et si la vraie liberté, au fond, c'était pas de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut, mais plutôt d'avoir la capacité de choisir de ne pas faire de mal aux autres, une capacité qui finalement n'est pas innée, mais qui s'apprend, qui se construit, à la maison, à l'école et dans toute la société.